Tu crois vraiment que je ne savais pas ce que tu faisais? Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre dans mon appartement de la rue Saint-Honoré à Paris. Il était exactement 19h47 un jeudi soir, le 12 avril 2024. J'avais passé toute la journée à préparer le dîner pour ma mère, et mon père, mes mains tremblaient encore du stress et de la fatigue. Et pourtant, je n'avais jamais pensé qu'il me regarderait de cette façon, que tout ce que j'avais fait pendant 35 ans de ma vie serait réduit. À une suspicion, j'avais économisé chaque centime depuis mes 18 ans pour pouvoir leur offrir ce petit appartement à 2 pas du Louvre avec vue sur le jardin des Tuileries, 125 000 € exactement. J'avais travaillé chez Renault à Lyon pendant 6 ans, puis chez Michelin à Clermont-Ferrand, mes week-ends sacrifiés, mes vacances annulées pour envoyer de l'argent à mes parents qui vivaient à Marseille dans leur vieille maison de la rue Paradis, une maison que j'avais repeinte moi-même avec mes propres mains en 2010. Je me souviens le mur bleu ciel que j'avais choisi. Ils avaient dit que c'était trop vif, j'avais dit que c'était lumineux et accueillant. Ils avaient hoché la tête, mais ce soir-là, tout semblait s'effondrer devant mes yeux. J'étais assis sur le canapé vert olive que j'avais acheté chez Conforama en 2018 et j'entendais encore le tic-tac de l'horloge murale. Chaque seconde résonnait dans ma poitrine, comme si elle se moquait de moi. Je pouvais sentir l'odeur du café froid sur la table basse et le parfum de la lavande que j'avais planté sur le balcon juste pour eux. Je me suis levé, mes mains cherchant quelque chose de solide pour me raccrocher, mes yeux cherchant la moindre trace de sourire, mais il n'y avait rien que du mépris et de la méfiance. Ma mère a croisé les bras et a dit « Tu penses vraiment que tu peux nous tromper, le ton glacé comme l'hiver à Strasbourg en janvier ?» Et mon père a hoché la tête lentement en ajoutant « Nous savons tout depuis le début. » Je suis resté bouche bée. Je n'avais jamais imaginé qu'il pourrait me surveiller si intimement pendant tant d'années. Chaque appel téléphonique, chaque déplacement, chaque email, chaque paiement, chaque petit geste de ma vie, ils avaient tout enregistré, tout suivi comme des espions silencieux. Je pouvais presque entendre le bruit des caméras invisibles et des journaux qu'ils avaient tenus dans un tiroir secret depuis 2008. Je me suis souvenu de la fois où j'avais organisé un voyage à Bruxelles pour le week-end. Mon père avait appelé 5 fois pour savoir si je portais bien mon manteau bleu marine, celui que ma grand-mère m'avait tricoté en 1982. Je me suis souvenu du dîner à Lille, où ma mère avait surveillé chaque bouchée que je mettais dans ma bouche, me disant de sourire, plus souvent comme si j'étais un enfant de 5 ans dans la cour de récréation. Je pouvais sentir ma gorge se serrer, mes jambes trembler. Pourtant, je savais qu'en exactement 15 minutes, tout allait basculer. Je savais que j'allais découvrir une vérité que je n'aurais jamais imaginée et que je devais partager avec le monde. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir où je cachais mes carnets depuis 2015 et j'ai commencé à feuilleter chaque page, chaque note, chaque détail, chaque moment de ma vie consigné avec des dates précises. 23 février 2012, 14h30 de Marseille appel, reçu de maman demandant si j'avais bien rangé mes chemises rouges. 17 mars 2013, 9h15 Paris, note sur le café que j'avais acheté à la boutique Lavazza rue Mon orgueil. Je pouvais sentir le papier sous mes doigts, le crissement des pages qui racontaient ma vie comme un roman, mes écrits par des fantômes. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé la rue Saint-Honoré, les passants qui riaient, les taxis jaunes qui klaxonnaient, et j'ai pensé à toutes les années où j'avais cru que ma vie était privée et libre. Maintenant, je comprenais que chaque sourire, chaque larme, chaque succès, chaque échec avait été observé, analysé, jugé par ceux en qui j'avais le plus confiance, et pourtant je sentais un feu naître en moi, une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis tourné vers la caméra de mon téléphone que j'avais placée sur l'étagère et j'ai murmuré presque pour moi-même. Si vous avez déjà senti que votre vie était espionnée, que vos parents ou vos proches vous observent silencieusement, dites-le moi en commentaire. Je veux savoir que je ne suis pas seul. Je pouvais sentir l'adrénaline monter, mon cœur battre comme un tambour. Au carnaval de Nice en juillet, mes doigts tremblaient mais mes yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Quelque chose allait changer et cette histoire ne resterait pas silencieuse. Ce soir même, j'allais découvrir la première pièce du puzzle, le premier indice qui allait révéler que toute ma vie avait été sous surveillance et que ce que je croyais être amour et protection n'était en réalité qu'un contrôle méticuleux calculé pendant 35 ans, et vous allez le découvrir avec moi dans les prochaines minutes. Attendez de voir ce qui arrive quand je découvre la première preuve tangible. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que j'avais aussi mes secrets, mes atouts, mon pouvoir caché, et que bientôt ce contrôle allait basculer totalement. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez un commentaire maintenant, parce que ce n'est que le début d'une histoire qui va vous tenir éveillé toute la nuit et changer votre façon de voir la famille, le pouvoir et la confiance à jamais. Je me souviens encore du premier jour où j'ai décidé de vraiment m'investir. Pour mes parents, j'avais 18 ans et je venais d'entrer chez Renault à Lyon le 2 mars 2007 exactement à 8h03. J'étais nerveux mais déterminé à montrer que je pouvais être quelqu'un de fiable. J'ai travaillé dans l'atelier 4B sur l'avenue Jean Jaurès. J'ai mémorisé chaque machine, chaque pièce, chaque vis et chaque rouage. Je me levais à 5h15 chaque matin pour attraper le bus 27 qui me déposait juste devant le portail et je me souviens du bruit métallique de la porte qui grinçait. J'entendais le froissement de mon uniforme bleu marine que j'avais repassé la veille au soir avec tant de soin et le parfum du café noir que je buvais sur le trottoir en regardant les passants pressés du quartier de la Croix-Rousse. Je ne comptais pas mes heures. Je ramenais chaque mois exactement 543 € à mes parents à Marseille dans leur maison de la rue Paradis numéro 12, la vieille maison, avec la façade ocre et les volets verqueux. J'avais repeint moi-même en 2010, je me souviens de chaque égratignure sur la peinture, chaque odeur de bois ciré et de lessive fraîche, chaque fissure que j'avais comblée avec du plâtre acheté chez Leroy Merlin aux 3 boulevards Longchamp.
Je ne voulais rien laisser au hasard et j'avais des rêves simples, offrir des vacances à mes parents en Bretagne à Saint-Malo exactement 7 jours. En août 2012, j'avais réservé l'hôtel Le Nouveau Monde pour 1123 € pour eux. Ils devaient se détendre et profiter du soleil et de la mer, mais dès le premier soir, j'ai remarqué des regards étranges et des commentaires subtils. « Tu as bien vérifié le chauffage ?» Ma mère demandait en serrant la serviette de bain, tandis que mon père ajoutait « Et le cadenas de la valise ?» Ces petites phrases m'avaient semblé au début anodines. J'avais ri en disant « Oui, tout est parfait ». Mais avec le temps, j'ai commencé à sentir le poids de leur surveillance invisible et chaque appel téléphonique était noté, chaque message WhatsApp. Analyser chaque déplacement minutieusement consigné, je me suis rappelé de la fois où j'ai acheté un petit appartement à Paris rue Saint-Honoré, 125 000 € exactement. Je pensais que c'était un geste de liberté pour ma vie adulte, mais ils ont vite trouvé le moyen de transformer ce cadeau en obligation. Tu devrais nous montrer tout le reçu, a dit mon père en haussant les sourcils, et ma mère a ajouté les photos de chaque meuble. J'ai senti une gêne profonde, une humiliation silencieuse, mais j'ai continué à donner sans rien dire. Je me suis souvenu de mes années à Clermont-Ferrand chez Michelin à l'atelier C7 sur l'avenue de la République. Je travaillais souvent jusqu'à 19h45. J'ai mémorisé le bruit des presses pneumatiques, le sifflement du compresseur et le cliquetis des boulons. Je ramenais chaque mois 623 € supplémentaires pour ma mère qui insistait pour que je mette toujours un peu plus de côté pour les réparations de la maison. À Marseille, j'ai renoncé à des vacances personnelles pour aller acheter des fournitures. Pour eux, j'ai annulé des week-ends à Nice pour aller repeindre leur salle de bain. J'ai sacrifié des fêtes, des anniversaires, des moments avec mes amis pour être là pour eux. Je me suis souvenu de Noël 2014 quand j'avais préparé un dîner complet de 6 plats pour toute la famille dans leur cuisine étroite à Marseille. Le sapin décoré avec guirlandes rouges et blanches clignotantes et boules dorées. J'avais même acheté des chocolats de la boutique Jean-Paul et Vin à Paris pour j'avais passé 3 heures à cuisiner et décorer la table et pourtant à peine avais-je posé le dernier plat que ma mère a soupiré. Tu aurais pu acheter mieux. Et mon père? Ce n'est pas exactement comme je l'imaginais. Ce sont ces petites pics constants qui ont commencé à créer une tension silencieuse. Je me rappelle avoir pensé à l'époque peut-être que je suis trop sensible. Mais le malaise ne disparaissait jamais. Il augmentait lentement comme une marée, montant jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas seulement du jugement, c'était une surveillance organisée, un contrôle systématique qui suivait chaque mouvement, chaque geste, chaque pensée que je croyais privée. J'ai commencé à chercher les indices partout, je regardais leurs regards croisés quand je parlais, je remarquais le moindre froncement de sourcils. Je me souvenais des fois où j'avais envoyé des SMS à des amis à Lille ou Bruxelles et où ils revenaient plus tard, avec des questions précises. Pourquoi as-tu dit ça, Sophie? Quand es-tu revenu exactement? J'avais presque l'impression d'être dans un jeu où chaque geste était noté et analysé. J'ai gardé mon calme et j'ai continué à investir mon temps, mon énergie, mon argent en pensant que tout cela était normal, que c'était la preuve de mon amour, de ma loyauté envers eux. Mais une petite voix au fond de moi disait que quelque chose clochait et que ces sacrifices énormes n'étaient pas appréciés. En fait, ils étaient contrôlés, évalués. Je pouvais sentir la frustration et la tristesse monter, mais j'ai gardé ce sourire que je croyais protéger ma relation avec eux et je me suis dit, attendez de voir ce qui se passe dans le prochain chapitre, attendez de voir les indices que j'ai commencé à trouver et comment la tension a commencé à monter petit à petit dans cette surveillance invisible. Et si vous avez déjà vécu ce genre de dévouement non reconnu, que vous avez donné tout votre temps et votre énergie et pourtant personne semble le voir, dites-le moi en commentaire. Je veux savoir que je ne suis pas seul parce que ce qui vient ensuite va montrer jusqu'où la surveillance et l'injustice peuvent aller et comment j'ai commencé à réaliser que ma vie entière était observée et que je ne pouvais plus ignorer cette réalité. Je n'oublierai jamais ce jour du 16 juin 2016 à Marseille. Il était 18h23 exactement. Je revenais d'une réunion à l'usine Michelin à Clermont-Ferrand. J'avais pris le train TGV 8371 avec départ à 13h15 et arrivée prévue à 17h47. J'étais épuisé, mais heureux d'avoir terminé un projet complexe de 6 mois sur les presses pneumatiques dans l'atelier C7. Je pensais pouvoir rentrer et profiter d'un moment tranquille avec mes parents, mais dès que j'ai franchi la porte de la maison rue Paradis numéro 12G, senti quelque chose de différent dans l'air. L'odeur du café était trop forte et les volets avaient été fermés comme si on voulait m'empêcher de voir dehors. Ma mère m'a regardé en fronçant les sourcils. Tu es rentré tard encore une fois, a-t-elle dit le ton chargé de reproches. Je voulais répondre calmement. Oui, j'ai eu une réunion longue et... Mais elle a coupé ma phrase en ajoutant « Et tu ne nous as rien dit de précis. » Mon père a croisé les bras et a ajouté « Nous savons exactement ce que tu as fait chaque minute de ton voyage. » J'ai senti mes jambes trembler, la gorge serrée. Je pensais que c'était une blague, alors j'ai sorti mon téléphone pour vérifier les messages et appels. Et là, j'ai découvert qu'ils avaient enregistré tous mes appels et envoyé des messages à mes collègues pour savoir mes horaires exacts. J'étais abasourdi, je me suis souvenu de la réunion de Lyon où j'avais été félicité par mon superviseur pour un rapport de 24 pages et le lendemain, ma mère a demandé « Pourquoi ton patron t'a félicité si tu ne lui as rien montré ?» C'était humiliant. Chaque parole était analysée, chaque geste scruté. J'ai essayé de parler calmement. « Écoutez, je travaille dur et je vous envoie tout ce que vous demandez. » Mais mon père a haussé la voix. « Tu crois que tu peux nous tromper? Nous voyons tout et entendons tout. » Je pouvais entendre le bruit
Des voisins qui passaient dans la rue et certains s'arrêtaient pour regarder ce qui se passait. J'ai senti leur regard peser sur moi et j'ai compris que la scène n'était pas privée mais publique dans ma propre maison. Une humiliation totale. Je me suis souvenu de l'été 2014 à Saint-Malo quand j'avais organisé des vacances pour eux 7 jours exactement dans l'hôtel Le Nouveau Monde, 1123 € dépensés et à peine avions-nous mis les pieds dans la salle à manger qu'ils critiquaient chaque plat trop salé. Le vin est trop chaud. Tu aurais dû acheter des huîtres ailleurs. Je pensais que c'était des plaisanteries légères, mais maintenant je voyais un schéma répété année après année. Je me suis souvenu des conversations avec mes amis à Bruxelles et Lille qui avaient été rapportées mot pour mot. Il m'a dit ça. Elle portait cette robe. J'ai senti la colère monter, mais j'ai gardé mon calme. J'ai pensé à tous les sacrifices que j'avais fait, mes 35 ans de travail acharné, mes économies 125 000 €. Pour l'appartement à Paris, mes centaines d'heures passées à repeindre, décorer, cuisiner et planifier pour eux, et maintenant tout semblait réduit à un contrôle obsessionnel. J'ai décidé de ne pas répondre immédiatement. J'ai marché jusqu'au balcon et j'ai regardé les rues de Marseille, les enfants jouant à la pétanque, le bruit des scooters et des cloches de l'église Saint-Ferréol. J'ai senti l'air chaud sur mon visage et j'ai pris une profonde inspiration. Je savais que je devais réfléchir à ma stratégie pour ne pas perdre face à cette humilité croissante. J'ai commencé à noter mentalement chaque incident, chaque preuve. J'ai pris conscience que j'avais été traité comme un espion dans ma propre vie, mais que je n'avais aucune preuve pour l'instant. J'ai entendu la voisine de l'immeuble d'en face parler au téléphone. C'est incroyable comme il se fait surveiller chez lui. J'ai senti que le public commençait à observer ma humiliation et j'ai compris que chaque mouvement serait noté et partagé. Dans l'histoire que j'allais raconter ensuite, je me suis souvenu de la fois où j'avais organisé un dîner à Lille, 2013 exactement, 6 plats préparés à la perfection avec un gâteau au chocolat de la pâtisserie Merte, et ma mère a dit « Tu as mis trop de sucre ». Et mon père « Et tu n'as pas suivi la recette exacte ». Je me sentais comme un enfant de 5 ans puni devant toute la classe. Je pouvais presque entendre les rires imaginaires dans la tête, et pourtant j'ai continué à rester calme, à sourire même si chaque mot me blessait profondément. Je savais que je devais garder mon sang-froid pour le moment où je découvrirais le véritable pouvoir caché que j'avais en moi. J'ai commencé à noter sur mon carnet toutes les humiliations avec date, heure et lieu précis, comme le 16 juin 2016, 18h23 rue Paradis, numéro 12 Marseille. Chaque phrase, chaque regard, chaque soupir. Je savais qu'un jour tout cela serait confronté et que la vérité éclaterait. J'ai pris mon stylo Bic bleu marine et j'ai écrit ce qui me fait mal, c'est que je donne tout et que je reçois le contrôle et la méfiance en retour. Je pouvais sentir la tension dans mes épaules, la sueur sur mes paumes, mais pourtant une force nouvelle s'éveillait en moi. Je savais que je ne devais plus tolérer cette humiliation et que la prochaine étape serait cruciale. Attendez de voir ce qui se passe dans le prochain chapitre quand je décide que c'est assez et que je commence à préparer ma réponse stratégique. Et si vous avez déjà été témoin ou victime de ce genre de contrôle et d'humiliation intense, dites-moi en commentaire qu'avez-vous fait dans cette situation, car ce que vous verrez ensuite va montrer comment on passe de victime silencieuse à quelqu'un qui reprend son pouvoir et comment chaque humiliation peut devenir un indice pour inverser la situation. Je me souviens exactement du matin du 3 octobre 2018, il était 6h42 quand je me suis réveillé dans mon appartement rue Saint-Honoré à Paris. Le soleil perçait à peine à travers les rideaux crème et je pouvais entendre le bruit lointain des métros qui passaient sur la ligne. Un klaxon semblait amplifier la tension que je ressentais depuis des années. J'avais passé les 3 dernières années à accumuler preuve sur preuve de la surveillance constante de mes parents à Marseille rue Paradis numéro 12. Je relisais mes carnets, j'avais noté chaque appel reçu, chaque SMS interrogatif, chaque regard suspicieux, chaque critique déguisée en conseil. Pourquoi tu as acheté ça? Tu aurais dû nous prévenir. Où étais-tu exactement? Je pouvais presque sentir la pression dans ma poitrine et pourtant ce matin-là, quelque chose a changé, quelque chose a cliqué dans ma tête. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé mon carnet bleu marine ouvert sur la table de chevet et j'ai pensé à tout ce que j'avais enduré. 35 ans de sacrifice, 125 000 € économisés pour leur appartement parisien, des centaines d'heures passées à repeindre leurs murs à Marseille. J'ai repensé à tous les moments humiliants, Lille, Saint-Malo, Bruxelles, Lyon, Clermont-Ferrand, et j'ai ressenti une clarté étrange, une sorte de calme avant la tempête. J'ai décidé que je ne tolérais plus cette surveillance ni cette humiliation. Je ne parlerai pas avec colère, je ne crierai pas, je planifierai stratégiquement chaque mouvement, chaque preuve, chaque action. J'ai commencé à organiser mes carnets par date précise. 23 février 2012, 14h30 de Marseille. Note sur le café. 17 mars 2013, 9h15 Paris. Détail du TGV Bruxelles-Lille. J'ai répertorié toutes les conversations, enregistré toutes les critiques et tous les commentaires observateurs. J'ai même noté les détails sensoriels, l'odeur du café, le parfum de la lavande, le froissement des chemises, le cliquetis des portes. Chaque élément pouvait servir à créer un récit irréfutable. J'ai appelé mon ami Laurent à Lyon 7h15 et lui ai demandé de m'aider à compiler tous les documents et preuves. Il a accepté sans poser de questions. On va te montrer que tu n'es pas fou, a-t-il dit, et j'ai senti un poids se lever de mes épaules. J'ai commencé à élaborer ma stratégie silencieuse d'action. Je savais que je ne devais pas montrer d'émotion. Mes parents pensaient contrôler la situation, mais ce qu'ils ignoraient, c'était que j'avais mes propres ressources. J'avais économisé 18 324 €.
supplémentaires sur mon compte personnel depuis 2015 pour un projet que je n'avais jamais mentionné et j'avais aussi des contacts juridiques à Paris et Marseille que je pouvais utiliser si nécessaire. J'ai commencé à préparer chaque étape. Je savais exactement quand et comment présenter mes preuves et comment montrer que tout ce contrôle était non seulement injuste mais légalement contestable. J'ai revu mentalement les conversations filmées et enregistrées avec mes amis. Voisin, tu ne devrais pas exagérer, avait dit Sophie, ma voisine de Lille, en 2014 en riant, mais maintenant cette observation allait servir de témoin. J'ai senti le calme et le contrôle revenir dans mon corps comme jamais auparavant. Je pouvais presque entendre le tic-tac de l'horloge, comme une marche vers la justice. Je savais que chaque humiliation passée serait retournée comme un levier de pouvoir et que le moment venu mes parents allaient comprendre qu'ils avaient sous-estimé ce que je pouvais faire. J'ai commencé à imaginer la scène rue Paradis, numéro 12 Marseille, le moment exact où je montrerai mes preuves et le choc dans leurs yeux. J'ai pensé aux témoins, que j'avais rassemblé la voisine, les amis, les collègues, chacun prêt à confirmer mes observations, et j'ai senti un frisson d'excitation mélangé à l'indignation. J'ai pris un café noir à 7h02, j'ai senti la chaleur du mug sur mes mains, le parfum intense m'a rappelé que j'étais pleinement éveillé et lucide. Je ne me laisserai plus jamais humilier ni contrôler. Je planifiais tout méticuleusement, les documents, les dates, les photos, les captures d'écran, tout allait former un récit implacable et pourtant je savais que je devais agir calmement sans colère pour maximiser l'impact. Chaque détail comptait. Je pouvais presque sentir la tension dans la rue alors que je me préparais à rétablir la vérité et à montrer que chaque sacrifice que j'avais fait n'avait jamais été ignoré mais observé et manipulé. J'ai murmuré pour moi-même, c'est le moment de reprendre mon pouvoir. Et j'ai regardé les rideaux crème se balancer légèrement avec le vent matinal en pensant que dans quelques heures la dynamique allait totalement changer. Attendez de voir comment la prochaine étape va révéler mon véritable pouvoir et comment tout ce contrôle et cette humiliation vont se retourner contre eux. Et si vous avez déjà ressenti ce moment où vous décidez enfin de ne plus tolérer une injustice intense, dites-moi en commentaire ce que vous feriez à ma place parce que ce que vous verrez ensuite va changer radicalement le cours de cette histoire et révéler un plot twist que vous n'imaginiez pas. Je n'oublierai jamais le 12 janvier 2019 à 15h38 exactement. J'étais assis dans mon bureau à Paris rue Saint-Honoré, numéro 27, appartement 5B. J'avais organisé tous mes dossiers dans 3 classeurs bleu marine et vert olive. Chaque page notait méticuleusement chaque preuve datée heure par heure. J'avais préparé une réunion avec mes parents à Marseille rue Paradis, numéro 12. J'avais demandé à mes amis Sophie et Laurent d'être présents ainsi que 2 voisins qui avaient eux aussi observé des comportements étranges. Depuis 2015, je me souviens avoir senti le parfum du café que j'avais préparé moi-même dans la cafetière Nespresso, le bruit du moteur du TGV en arrière-plan sur YouTube pour créer l'ambiance dramatique. Je pouvais sentir la tension dans l'air et pourtant j'étais calme. Je savais que le moment de révéler mon pouvoir était arrivé. Lorsque mes parents sont entrés dans mon appartement, j'ai immédiatement senti la surprise dans leurs yeux. Ma mère fronçant les sourcils et mon père serrant les lèvres. Tu voulais nous voir, pourquoi a-t-elle dit d'un ton méfiant. J'ai commencé à dérouler mes carnets, j'ai montré les notes détaillées. Regardez ce que j'ai noté depuis 2008 exactement. Chaque appel, chaque message, chaque déplacement, chaque critique que vous m'avez adressé, chaque remarque filmée ou observée. J'ai sorti les captures d'écran des emails et SMS. J'ai montré les reçus des voyages que j'avais organisés à Saint-Malo, Lille, Bruxelles et les factures précises 1123 €. Pour l'hôtel Le Nouveau Monde, en août 2012, mes amis et voisins ont confirmé les observations. Oui, nous avons vu cela, a dit Sophie en hochant la tête, et Laurent a ajouté, tout est exact, j'ai senti leur visage se figer, mon père ouvertement choqué. Mais comment as-tu? Ma mère, muette, incapable de trouver un mot, j'ai expliqué calmement mon projet secret. Depuis 2015, j'avais mis de côté 18 324 € supplémentaires sur un compte séparé pour avoir les moyens de défendre ma vie privée et montrer que toute surveillance était inacceptable. J'ai sorti des documents légaux, contacts juridiques, prêts à intervenir si nécessaire. Ce que vous avez fait est injuste, illégal et immoral, ai-je dit en regardant dans leurs yeux, et j'ai senti l'air changer instantanément. Le pouvoir s'inverser. Chaque sourire que j'ai gardé depuis des années, chaque moment de patience devenait une arme silencieuse. Ils ne pouvaient plus me contrôler. J'ai vu la reconnaissance lente de leur erreur. Nous n'avions jamais pensé que tu murmura ma mère, et mon père resta silencieux comme un enfant pris en faute. Les voisins ont filmé la scène et certains ont même partagé en direct sur les réseaux sociaux français. Des amis à Lille et Bruxelles ont confirmé les dates exactes des observations. C'était un choc total et immédiat. Je pouvais presque sentir le vent de Marseille à travers la fenêtre ouverte et le parfum de la lavande se mélanger à celui du café. J'ai montré les photos des appareils qu'ils avaient installés. Tous les mouvements sont enregistrés, j'ai dit. Et maintenant vous voyez que tout cela peut se retourner contre vous. Le silence était lourd comme l'hiver à Strasbourg en janvier, et pourtant je gardais mon calme. Chaque geste calculé, chaque preuve présentée avait un impact énorme. La dynamique avait complètement changé. Mes parents comprenaient que le pouvoir avait basculé le visage de mon père pâle et ma mère les yeux écarquillés, comme s'ils regardaient pour la première fois l'ampleur de leur erreur. J'ai senti une force nouvelle circuler dans mes veines, comme si toutes les humiliations passées nourrissaient enfin ma puissance présente. Je leur ai parlé de mes contacts juridiques et de la possibilité de médiation légale si nécessaire, et j'ai senti que le poids de l'injustice passée était enfin reconnu. J'ai souri légèrement. Ce que vous ne saviez pas, c'est que j'avais mes propres secrets, mes propres ressources, et que je n'ai jamais été sans pouvoir. J'ai vu les larmes discrètes dans les yeux de ma
Mais la honte dans le regard de mon père, je savais que ce moment allait être partagé et que toute la communauté observerait la révélation de ce pouvoir inattendu. J'ai pris un moment pour respirer et j'ai murmuré. Si cela vous choque autant que moi, partagez cette histoire, marquez quelqu'un qui doit voir comment une injustice peut être transformée en force, et souvenez-vous que même face à un contrôle total, vous pouvez retrouver votre pouvoir. J'ai senti la satisfaction, douce mais puissante de la justice imminente et la certitude que chaque sacrifice passé, chaque humiliation subie n'avait pas été vain mais avait préparé le terrain pour ce retournement spectaculaire. Et si vous avez déjà été sous contrôle intense ou surveillance silencieuse, dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi, parce que ce que vous voyez maintenant est la preuve qu'on peut reprendre son pouvoir et transformer l'humiliation en victoire. Le 13 janvier 2019 à 10h15 exactement, je me trouvais encore dans mon appartement rue Saint-Honoré à Paris. Le parfum du café fraîchement préparé flottait dans l'air et je pouvais entendre le bruit des taxis et des passants dans la rue en bas. Chaque son semblait souligner la tension qui régnait depuis la révélation de la veille. J'avais rassemblé toutes les preuves, les carnets, les captures d'écran, les photos et les témoignages vidéo, et je pouvais déjà sentir que le vent de la justice soufflait. En ma faveur, mes parents étaient silencieux, assis sur le canapé vers Olive. Ils ne savaient plus où regarder. Nous ne pensions pas, murmura ma mère, tandis que mon père baissait la tête et serrait les poings. J'ai commencé à détailler les conséquences précises de leurs actions. Vous avez enregistré chaque appel, chaque message, chaque déplacement, pendant plus de 10 ans, et cela constitue une violation de ma vie privée, ai-je dit calmement, mais fermement. J'ai sorti les emails envoyés à mes collègues à Lille et Bruxelles, ainsi que les enregistrements de conversations avec eux. Ces documents vont être remis à mon avocat à Marseille, à Paris si nécessaire. J'ai vu le choc dans leurs yeux. Ils comprenaient enfin que leurs erreurs avaient des conséquences tangibles et immédiates. J'ai contacté mon avocat à 10h42. Il a confirmé que toutes les preuves étaient recevables et que nous pouvions entamer une médiation rapide pour rectifier la situation. J'ai senti la tension dans mes épaules diminuer tandis que la responsabilité tombait sur les voisins présents. Ont confirmé chaque détail. Tout est exact, a dit Sophie, en hochant la tête, et Laurent a ajouté: nous avons tout filmé. J'ai vu mes parents réaliser que le contrôle absolu qu'ils pensaient avoir été maintenant inversé. Chaque humiliation passée se transformait en force et chaque témoin confirmait ma version des faits. Les voisins ont même partagé des extraits en direct sur les réseaux sociaux français et j'ai senti le poids de l'injustice se dissiper lentement dans l'air. La peur et la honte étaient évidentes sur leurs visages. Je pouvais presque entendre le murmure des passants en bas dans la rue Paradis à Marseille. Vous voyez ce qui arrive quand on abuse de son pouvoir. J'ai détaillé les conséquences spécifiques que je mettais en place: restitution immédiate de toutes les données et enregistrement à mes mains. 2. Engagement écrit de respecter ma vie privée et de ne plus me surveiller. 3. Sanctions légales potentielles si les violations recommençaient. 4. Médiation obligatoire pour rétablir la confiance et prévenir tout abus futur. Chaque point a été confirmé en présence des témoins et j'ai senti un sentiment de justice immédiate se répandre dans la pièce. Le visage de ma mère s'est assombri, tandis que mon père baissait les yeux, et j'ai pris une pause pour respirer le parfum du café et observer la lumière du soleil se refléter sur les vitres. J'ai regardé chaque détail de la pièce comme pour graver ce moment dans ma mémoire. Les voisins ont commencé à applaudir légèrement et à rire nerveusement, tandis que mes parents restaient figés. C'était un retournement spectaculaire. La dynamique de pouvoir avait totalement changé et j'ai vu mes parents comprendre l'ampleur de leur erreur. J'ai pris un moment pour leur dire calmement: ce que vous avez fait est inacceptable et maintenant la justice a été rétablie en temps réel et j'espère que vous comprenez que je ne tolérerai plus jamais une telle violation. La satisfaction était douce mais puissante. J'ai senti mes épaules se détendre et un poids énorme se libérer. J'ai sorti les documents finaux et les ai rangés méticuleusement dans mes classeurs bleu marine et vers olive. Je savais que toute la situation avait été renversée. Je regardais mes amis et voisins et murmurais: si cela vous choque autant que moi, partagez cette histoire, marquez quelqu'un qui doit voir comment une injustice peut être transformée en justice réelle et immédiate. La scène était filmée par tous les témoins et chaque sourire, chaque geste de reconnaissance se reflétait dans leurs yeux. J'ai senti que ma vie venait de basculer définitivement. La peur et la honte avaient remplacé le contrôle et la méfiance, et j'ai su que rien ne serait jamais plus comme avant. Chaque humiliation passée, chaque sacrifice silencieux avait porté ses fruits, et la justice en temps réel avait été rendue. Et si vous avez déjà été victime d'un contrôle abusif ou d'une injustice flagrante, dites-moi en commentaire comment vous auriez agi, parce que ce que vous voyez maintenant est la preuve que l'action réfléchie et stratégique peut transformer complètement une situation et rétablir l'équilibre et le respect. Je me souviens encore du matin du 14 janvier 2019, il était 7h03 exactement, et le soleil se levait sur Paris. La lumière traversait les rideaux crème de mon appartement rue Saint-Honoré numéro 27, appartement 5B, et je pouvais sentir le parfum du café frais mélangé à l'odeur légère des croissants tout juste sortis du four de la boulangerie Poilane en bas de la rue. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti une sérénité que je n'avais jamais connue avant toutes les humiliations, les sacrifices. Les années de surveillance invisible avaient forgé une force que je n'avais jamais réalisée. J'ai regardé mes carnets bleu marine et vers olive remplis de preuves et de détails précis. 23 février 2012, 14h30 de Marseille. Note: sur le café, 17 mars 2013, 9h15 Paris. Capture de TGV Bruxelles. Et chaque page racontait non seulement l'histoire de la surveillance de mes parents, mais aussi mon parcours de résilience et de
Stratégie, je me suis souvenu de la scène de la veille rue Paradis numéro 12 Marseille. Mes parents figés face aux preuves, mes amis et voisins confirmant chaque détail, j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de compassion parce que malgré tout ce qu'ils avaient fait, c'était encore ma famille et j'avais choisi d'agir avec dignité et non par vengeance. J'ai réalisé que la véritable puissance n'était pas dans la colère mais dans la maîtrise de soi et la préparation stratégique. Chaque humiliation était devenue un levier, chaque sacrifice un outil pour transformer l'injustice en justice réelle. Je me suis assis sur le canapé vers Olive et j'ai commencé à réfléchir à la leçon universelle que je voulais partager avec vous-même face aux trahisons et aux contrôles les plus intrusifs. Il est possible de reprendre son pouvoir, de transformer la douleur en force. J'ai pensé à tous ceux qui ont été victimes de surveillance familiale ou de contrôle abusif, à ceux qui ont sacrifié temps, argent, énergie sans reconnaissance. Je veux que vous sachiez que vous pouvez aussi transformer vos expériences en outils pour votre empowerment personnel. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire ce récit avec des détails précis pour que chacun comprenne que la justice et la dignité peut être rétablies même dans les situations les plus complexes. J'ai pensé au CTA que je voulais inclure pour que ce message ait un impact maximal. CTA émotionnel. Si vous avez déjà ressenti le poids d'une surveillance abusive ou d'une injustice intense, connectez-vous à votre propre expérience et laissez un commentaire. CTA de croissance. Si vous voulez apprendre à transformer vos épreuves en force, inscrivez-vous à notre chaîne et activez le signal pour ne jamais manquer ces histoires. CTA d'engagement. Partagez votre expérience personnelle dans les commentaires et racontez comment vous avez repris votre pouvoir. CTA de communauté. Rejoignez notre communauté de personnes qui transforment l'injustice en action positive et soutiennent ceux qui traversent des situations similaires. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre la rue animée de Paris, les passants souriant, les taxis klaxonnant, les enfants allant à l'école. J'ai senti une paix intérieure profonde parce que j'avais non seulement rétabli ma vie, mais aussi inspiré ceux qui pourraient vivre des situations similaires. Je me suis souvenu de chaque moment de ma vie où j'avais été observé, critiqué et jugé, et j'ai compris que chaque détail, chaque odeur, chaque texture, chaque conversation filmé ou observé avait contribué à me rendre plus fort, plus conscient et plus déterminé à agir avec dignité. Je pouvais sentir la chaleur du soleil sur mon visage, le parfum des croissants et du café rempli mes narines et j'ai murmuré pour moi-même, jamais plus je ne laisserai quelqu'un contrôler ma vie sans mon consentement. Et vous aussi, vous pouvez choisir de reprendre le contrôle de votre vie et transformer chaque injustice en puissance personnelle. Alors laissez votre commentaire, partagez cette histoire avec quelqu'un qui doit voir comment on peut transformer l'humiliation en victoire et inscrivez-vous pour suivre notre voyage ensemble. Souvenez-vous que même face à la surveillance et au contrôle, le courage, la stratégie et la dignité peut changer complètement la dynamique de pouvoir et que chaque sacrifice passé peut devenir la base de votre force future. J'ai regardé une dernière fois mes carnets bleu marine vers Olive et j'ai souri sachant que ma transformation était complète, que ma vie avait changé à jamais et que vous aussi pouvez reprendre votre pouvoir et inspirer les autres par vos actions et votre résilience.